Merci, Monsieur le Président. Revenant brièvement sur la participation à la Seconde Guerre mondiale et à la libération de la France des unités de l'armée d'Afrique, cette brève communication en 4 points s'attache également à préciser les conditions de leur sortie de guerre en 1945, en particulier lors de l'amalgame et de la relève par les forces issues de la résistance, avant d'évoquer leur engagement en Indochine. Pour la mobilisation et la campagne de 40, 12 divisions et 3 brigades de Spahis sont engagées en France, aux côtés de 8 divisions d'infanterie coloniale. Après la défaite, l'armée d'Afrique quitte la métropole. Du côté de la France libre, les tirailleurs africains du général Leclerc s'emparent de Koufra, tandis que ceux des brigades françaises libres, avec les légionnaires de la 13 et les tirailleurs du 22e bataillon nord-africain, continuent le combat et livrent bataille notamment à Bir Hakeim. En Afrique du Nord, le général Weygand est nommé commandant en chef, puis délégué général du gouvernement de Vichy en AFN. Il prépare clandestinement la revanche, c'est-à-dire la reprise des combats. Outre les entraves à la surveillance des commissions de contrôle, les forces procèdent au camouflage d'armement et de matériel. En novembre 1941, Weygand est relevé. À la demande des Allemands, le général Join lui succède comme commandant en chef et poursuit son action de rénovation de l'armée d'Afrique. Le 8 novembre 1942, on vient de l'évoquer, les Anglo-Américains débarquent en Algérie et au Maroc, en n'ayant mis que quelques conjurés dans la confidence. Après son évasion en avril 1942 et son passage en zone libre, le général Giraud rejoint Alger et prend le commandement en chef civil et militaire en Afrique du Nord. Les troupes de Tunisie et du Constantinois font face aux Allemands et aux Italiens, qui arrivent en nombre de Sicile et obtiennent la capitulation de la garnison de Bizerte. Giraud et Join préparent l'intervention en Tunisie, où les Allemands débarquent des renforts. Ils poursuivent également la préparation de l'armée française. Selon des plans secrets élaborés auparavant, la mobilisation générale permet de fournir les effectifs nécessaires qui, au cours de l'été 1943, atteignent 700 000 hommes et femmes ainsi répartis. Le noyau de l'armée, qui va devenir l'armée de la libération, est constitué par l'armée dite de transition d'Afrique française du Nord, comparable à l'armée de l'armistice en France. Elle est complétée par le personnel camouflé dans les corps civilisés et mobilisés après novembre 1942, et par les 21 000 goumiers, forces de maintien de l'ordre, qui ont été militarisés en secret. S'y ajoutent les Français d'AFN mobilisés et les indigènes des 3 territoires, normalement mobilisés pour les Algériens et volontaires pour les Tunisiens et les Marocains. L'ensemble est complété par des évadés de France par l'Espagne, des volontaires féminines destinées à occuper des fonctions jusque dans les divisions, des anciens des forces françaises libres et enfin les volontaires du Corps Front d'Afrique. À cela se joindront, après la libération de l'île de Beauté, en octobre 1943, les 12 000 Corses volontaires ou mobilisés. À la conférence d'enfants en janvier 1943, le général Giraud obtient du président Roosevelt que soient dotés de matériel américain 11 divisions, dont 3 blindés, ainsi que des éléments nécessaires pour équiper 4 quartiers généraux pour une armée et 3 corps d'armée, sans oublier la livraison de quelques 1000 avions. Mais les Français rencontrent de grandes difficultés pour honorer les effectifs en européens et mettre sur pied les services nécessaires. C'est ainsi que sont finalement équipées 3 divisions blindées, diverses formations dites hors programme, dont les GOUM marocains, et au lieu de 8, seulement 5 divisions d'infanterie, 3 de l'armée d'Afrique, 2e division d'infanterie marocaine, 3e division d'infanterie algérienne, 4e division marocaine de montagne, et 2 des troupes coloniales, la 1re division d'infanterie motorisée, ex-1re division française libre, qui devient division de marche d'infanterie DMI pour pas qu'il y ait de confusion avec les Marocains, et la 9e division d'infanterie coloniale. Dans ce cadre, la fusion des forces françaises libres et de l'armée d'Afrique est réalisée. L'armée d'Afrique reprend en Tunisie le combat interrompu en 1940. En janvier 1943, les forces de l'Axe contre-attaquent et menacent la dorsale tunisienne. 80 000 hommes, légionnaires, tirailleurs, zouaves, Spahis, chasseurs d'Afrique et légionnaires, goumiers et artilleurs sont engagés. Les villes tombent ensuite une à une, Gabès le 30 mars, Sousse le 12 avril, Tunis et Bizerte le 7 mai.
Toute l'Afrique est maintenant aux mains des Alliés, mais plus important, les Américains se sont engagés résolument dans la guerre. Quant aux Français, ils ont montré qu'ils se battaient désormais sans ambiguïté aux côtés des Alliés. Et après les succès militaires de la France libre, la victoire de Tunis est la grande revanche pour l'armée d'AFN battue en 1940. Giraud organise la libération de la Corse, qui est ainsi le premier théâtre d'opération métropolitain de l'armée française renaissante. Le général de Gaulle prend définitivement l'ascendant sur le général Giraud au sein du Comité français de libération nationale. Le corps expéditionnaire français en Italie, CEF ou Armée A, est placé sous les ordres du général Juin. Dès novembre 1943, la 2e DIM débarque à Naples, puis c'est le tour de la 3e DIA de Montsabert. Ensemble, elles montent en ligne au nord de Cassino, où les combats se déroulent dans des conditions éprouvantes. Au début du printemps, le dispositif est remanié. La 4e DMM et la 1re DMI ayant rejoint l'Italie, le CEF est maintenant à 4 divisions, plus les GUM marocains. Le général Juin les lance à l'assaut des défenses allemandes du Garigliano le 11 mai 1944 et force les défenses de la ligne Gustave. Les contournant ensuite, il surprend l'ennemi sur ses arrières, ouvrant ainsi aux Alliés la route de Rome, où les Français entrent le 6 juin et défilent le 15 juin. La poursuite s'arrête en vue de Florence. De leur côté, les coloniaux de la 9e DIC libèrent le 17 juin 1944 l'île d'Elbe. Au cours de ces 6 mois de combats meurtriers, l'armée française montre au monde qu'elle sait se servir des armes modernes qu'elle a reçues et elle gagne le droit de participer à la libération de la France. Issue de la colonne Leclerc puis de la 2e DFL, la 2e division blindée est créée le 26 août 1943. Elle est recomplétée aux 2/3 à partir des dépôts de l'armée d'Afrique. Une fois blanchie, selon les termes de l'époque, la 2e DB est transférée en Grande-Bretagne. Elle débarque le 30 juillet à Utah Beach au sein de la 3e armée de Patton. Les spahis marocains et les artilleurs du 40e régiment d'artillerie nord-africain combattent au sein de la 2e DB qui libère Paris, soutient un dur combat à Dompierre, s'empare de Strasbourg et participe à la libération de l'Alsace avant d'être engagée à Royan, puis de s'élancer vers Berchtesgaden où elle pénètre en même temps que les Américains. L'armée B du général de Lattre est constituée des grandes unités retirées d'Italie et des 1e et 5e divisions blindées venues d'Afrique du Nord et que regroupent zouaves, légionnaires et chasseurs d'Afrique. Les 1res divisions mises à terre débarquent en Provence à compter du 16 août 1944 à Saint-Raphaël et Saint-Tropez. Dès le débarquement, l'armée d'Afrique remporte sur le territoire métropolitain de rapides succès. Les prises de Toulon et de Marseille, ainsi que la libération de larges portions du territoire dans le sud, sont pour elle des motifs de fierté et d'enthousiasme. Puis c'est Lyon, Autun, Dijon. Belfort est atteint le 20 novembre. La bataille d'Alsace se déroule dans des conditions extrêmes de froid. Strasbourg est libérée. Les Français entrent dans Colmar début février 1945. À la mi-mars, la ligne Siegfried est percée et le Rhin franchi. La poursuite reprend vers Karlsruhe et Stuttgart. C'est en Autriche que la capitulation allemande arrête la progression. Au terme des 9 mois de combat, la victoire est acquise. Le général de Lattre reçoit aux côtés des Alliés la capitulation de l'armée allemande. Le prix payé est élevé. On nomme amalgame l'intégration des forces françaises de l'intérieur au sein de l'armée régulière, principalement dans la 1re armée française. Constamment au combat depuis des mois, les troupes débarquées ont besoin de combler leurs pertes et de procéder, selon les termes d'époque, au blanchiment des unités. Cet amalgame s'effectue selon plusieurs modalités. Pour les unités engagées en première ligne, il y a d'abord des engagements individuels, contractés auprès des unités de passage. L'intégration d'unités FFI permet également de compléter immédiatement les effectifs, comme à la 1re DMI, qui reste très marquée par les pertes subies en Italie. Par ailleurs, l'armée B est bientôt confrontée à la nécessité de relever les soldats africains et de les ramener dans le midi de la France, comme cela se fit dès la mi-octobre au cours de la Grande Guerre et encore au cours de l'hiver 1939-1940. La coloniale est habituée à ce genre de transhumance, mais elle est d'autant plus nécessaire maintenant que les troupes sont moins sûres qu'auparavant. Il y a eu des incidents en Syrie, puis à l'île d'Elbe. L'impatience des Africains à être rapidement rapatriés et l'expression de plus en plus fréquente d'un certain nombre de revendications conduisent le commandement à blanchir les unités coloniales et à accélérer leur retour en Afrique.
15 000 FFI seront nécessaires pour blanchir les divisions, 6 000 pour la première DMI ex-DFL et 9 000 pour la 9e DIC. En procédant au remplacement d'un régiment nord-africain par un régiment métropolitain, les 3 divisions nord-africaines deviennent mixtes avec 2 régiments indigènes et un régiment métropolitain. Ainsi, cadres d'actifs venus de la première armée et FFI de l'ancienne colonne Fabien forment le 151e régiment d'infanterie et rejoignent la 2e DIM en remplacement du 8e régiment de tirailleurs marocains dissous, dont 2 bataillons relèvent dans les autres régiments, les bataillons algériens incorporés en Italie. Ceux du corps franc Pommiès constituent le 49e RI à la 3e division d'infanterie algérienne, en échange du 7e régiment de tirailleurs algériens qui rejoint l'Algérie. Enfin, ceux du 27e régiment d'infanterie de montagne servent à la 4e DMM par juxtaposition avec 710 cadres et spécialistes du 6e régiment de tirailleurs marocains et du 1er régiment de tirailleurs algériens qui est rapatrié. À l'arrière, grâce à l'amalgame, un nombre considérable de bataillons sont également mis sur pied pour soutenir l'effort de guerre des Alliés comme de l'armée française renaissante. Dans une France dévastée par la guerre et les combats, les hommes ont d'abord à remettre en état les installations et toutes les voies de communication. Ils ont ensuite à assurer le ravitaillement des armées comme de la population civile. Soldats des groupements de militaires indigènes coloniaux, anciens de l'armée d'armistice, comme volontaires issus des FFI sont regroupés au sein de compagnies de travailleurs. 41 000 hommes sont répartis dans 34 bataillons de pionniers, 16 de nord-africains, 12 de personnel étranger et 6 de français. Sous le commandement du général Delattre depuis le début de 1944, l'armée d'Afrique intègre donc dans ses rangs des unités des forces françaises de l'intérieur. En dépit de cet apport extérieur, elle reste semblable à elle-même car la plupart de ses chefs sont issus de ses rangs. Et elle est constamment employée au plus dur de toutes les batailles livrées par le général Delattre au cours de l'hiver 1944-45, qu'il s'agisse des combats dans les Vosges ou de ceux livrés de Belfort à Mulhouse et plus tard en Allemagne. Néanmoins, l'amalgame ne va pas sans susciter des ressentiments. Un ancien du régiment du Morvan, amalgamé à la 4e DMM, en témoigne. Le général Delattre, je cite, avait décidé de former avec les meilleures unités FFI des régiments dotés du matériel de guerre le plus moderne. Il n'hésitait pas à dissoudre pour cela des formations indigènes qui avaient pourtant fait leurs preuves. Il n'hésitait pas à adopter cette mesure audacieuse, révolutionnaire, qui consistait à confier aux FFI et à leurs cadres un matériel enlevé à l'armée d'Afrique. Par ailleurs, les combats, les pertes, les troubles politiques en France au moment de la libération laissent leur empreinte sur les soldats nord-africains. En novembre 1944, Delattre, nettement conscient des implications politiques à long terme, avertit par écrit le ministre de la Guerre d'Item, et je cite, « de l'impression naissante qu'ils sont abusivement exploités par la métropole, sentiment terriblement dangereux ». Un mois plus tard, encore plus préoccupé, Delattre s'adresse à De Gaulle en évoquant, je cite encore, « l'indigène nord-africain qui a de plus en plus l'impression de se sacrifier seul pour la métropole ». La fraternité d'armes au combat est une réalité, mais l'accès au grade d'officier pour les indigènes est toujours aussi difficile malgré l'ouverture de l'école d'élèves officiers algériens et tunisiens en 1942 et l'accès possible à Tchertchel. Les tirailleurs peuvent également se juger insuffisamment récompensés. Par ailleurs, ils sont durablement marqués par le bon accueil qui leur est réservé en France, moins sur le front des combats qu'à l'arrière où les indigènes sont très nombreux dans les services et vivent en osmose avec la population. Soldats émancipés en France, libérateurs du pays, fréquentant les femmes blanches, il leur est difficile de comprendre que leur statut reste celui de tirailleurs indigènes. Pourtant, avec l'Alliance alliée, de nombreux défilés sont organisés dans les villes libérées. Tunis, Rome, Marseille, Paris, Strasbourg. Les troupes d'Afrique du Nord défilent au rythme de leur nouba. Le général de Gaulle rend visite aux unités et préside de nombreuses cérémonies qui sont autant d'occasions d'honorer les sacrifices des combattants et de récompenser soldats gradés et officiers en leur décernant citations et décorations. À 3 reprises en 1945, le général de Gaulle fait organiser 3 célébrations militaires exceptionnelles à Paris, dans la capitale d'un État libéré qu'il n'a pas voulu voir passer sous tutelle alliée. Outre l'hommage aux combattants célébré par la population, le cérémonial militaire apparaît également comme un jalon qui relie le pays, son armée reconstruite et victorieuse,
sa population à la France éternelle, vaincue provisoirement en juin 40, mais reconnue et associée au camp des vainqueurs en 1945. Le 2 avril 1945, place de la Concorde, les régiments, pour la plupart issus des forces françaises de l'intérieur, reçoivent leurs emblèmes. L'écho de l'histoire de France est bien présent. À Longchamp, le 14 juillet 1880, le président Jules Grévy avait distribué à l'armée nouvelle et reconstituée après la défaite plus de 400 emblèmes du nouveau modèle marqué République française. Après le 2 avril, fête des drapeaux, et avant le 14 juillet, fête nationale républicaine, il importait qu'un hommage soit rendu aux armées ayant concouru à la victoire. Le choix de la date anniversaire de l'appel du 18 juin lancé de Londres par le général de Gaulle aux Français permet de confondre le geste fondateur de la France libre avec l'aboutissement de la croisade pour la libération du territoire. Néanmoins, la présence autour de Paris de la première DMI ex-DFL et de la deuxième DB permet d'accorder aux formations issues des forces françaises libres une participation majeure et prépondérante à cette cérémonie organisée sur les Champs-Élysées. Ne pouvant accepter l'importance accordée à la deuxième DB dans le défilé des motorisés et l'éparpillement de ses commandants de corps d'armée, le général Montsabert en tête des fantassins tandis que Bétoir précède les blindés, le général Delattre de Tassigny n'assiste pas à la cérémonie du 10 juin 1945. En revanche, il sera attentif à mettre à l'honneur la première armée victorieuse lors de la célébration de la fête nationale le 14 juillet 1945 sur le cours de Vincennes. Pour la troisième fois, en quelques mois, la foule parisienne est appelée à communier dans une même ferveur patriotique avec ses soldats victorieux. Avec la capitulation allemande et la victoire en Europe, la mission de l'armée d'Afrique ne s'arrête pas pour autant. Parmi les conscrits, les engagés volontaires ou les soldats professionnels, certains ont déjà reçu la mission de partir vers l'Extrême-Orient pour prêter main forte aux Alliés, américains et britanniques, pour continuer le combat contre les Japonais. De plus, après 1945, l'armée d'Afrique paiera un lourd tribut à la décolonisation. En Indochine notamment, Nord-Africains et légionnaires fournissent près du quart des effectifs engagés. Le coût de cette guerre sera particulièrement élevé. La Seconde Guerre mondiale a modifié le contexte et un sentiment d'injustice se développe, d'autant plus que les colonies qui ont supporté une large part de l'effort de guerre humain et économique du conflit sont totalement exsangues. Après l'effondrement de l'Allemagne, les régiments de tirailleurs retournent en Afrique du Nord. De nombreux indigènes, encouragés par quelques officiers français, croient qu'une émancipation est en cours. Mais après un bref moment d'euphorie, le retour au pays tourne pour beaucoup à la grave désillusion, spécialement au 7e tirailleur algérien, composé d'indigènes de Constantinois, confrontés directement à l'évidence de la répression qui suit les événements de Sétif. Outre-mer, de nombreuses voix exigent l'abrogation du statut indigène et l'émancipation nationale. L'abrogation du statut de l'indigénat intervient en 1946, mais le changement sémantique dans l'appellation de l'empire colonial devenu Union française n'est pas suivi d'évolution notable. Les Alliés avaient pourtant proclamé que la promesse de réforme en Algérie était un de leurs buts de guerre. Les guerres d'Indochine et d'Algérie vont bientôt consommer la rupture entre la France et son ex-empire. Je vous remercie de votre attention.